Bonjour à toutes et à tous, merci d'avoir bravé la pluie et de vous être levés un dimanche matin. Alors si on est ici, c'est pour les 50 ans des éditions des femmes, qui sont la maison d'édition à l'honneur du festival VOVF, maison créée en 1976 par Antoinette Fouque pour porter les voix des femmes dans la littérature, et maison qui est aujourd'hui représentée par Emma Tolosan. Bonjour Emma. Paraît aux éditions des femmes cet ouvrage, Le portrait d'aujourd'hui de Hilda Doolittle, écrit en 1921 et traduit en 2024 par Juliette Frustier, qui est avec nous aujourd'hui. Bonjour. Alors j'ai une première question qui serait peut-être plutôt pour Emma. Donc c'est une maison d'édition, je l'ai dit, qui a été créée dans les années 70 et qui est née du constat que les femmes étaient un peuple sans écriture, pour reprendre l'expression de Bibia Pavard, qui est une historienne qui a écrit un livre sur les premières années des éditions des femmes. Et c'était une maison d'édition qui a, depuis l'origine, une vocation internationale. Une des premières collections s'appelait Des femmes en lutte dans tous les pays. Et on a découvert comme ça des autrices sud-américaines, asiatiques. C'est aussi une maison qui a publié des inédits de Sylvia Plath, par exemple. Est-ce que cette vocation internationale est toujours au cœur de l'identité des éditions des femmes aujourd'hui ? Alors oui, en fait elle naît, pour celles et ceux qui ne connaissent pas les éditions des femmes, c'est issu du mouvement de libération des femmes, du MLF, donc dans les années 70. Et en fait, dès la naissance de ce mouvement-là, il y avait une volonté de créer quelque chose d'international, avec l'Europe notamment au cœur des préoccupations, parce que plus on est nombreuses et plus ça fonctionne, ça a des chances de fonctionner. Et donc effectivement, dès la création de la maison d'édition, en fait les 4 premiers ouvrages qui sont parus en 1974, 2 titres étaient français et 2 titres étaient des traductions. Et aujourd'hui, c'est toujours la même chose. En fait, on a 50% de notre catalogue, que ce soit des essais ou de la littérature, qui est issue du domaine français. Et 50 autres % qui... Alors, on travaille beaucoup avec l'Amérique latine, mais aussi les États-Unis, l'Espagne, la Suisse récemment. Enfin, la Suisse qui parle italien. Voilà. Et oui, c'est parce qu'en fait, dès 1974, elles se sont aperçues que malgré les contextes politiques qui étaient très différents, il y avait un fond qui était commun. Et en fait, la traduction, c'est éminemment politique. C'est faire connaître la réalité d'autres personnes. Et c'est un peu dans l'ADN des éditions des femmes. Très bien. Alors, avant de parler plus en détail du livre et du fond, je pense qu'il est peut-être nécessaire de revenir un peu sur le contexte littéraire et le paysage littéraire qui était américain du début du siècle, pour comprendre dans quoi se place Hilda Doolittle quand elle écrit. Peut-être Juliette peut nous en parler. Qui est-elle ? Quelles sont ses influences littéraires ? Alors, Hilda Doolittle, qui était connue, son nom de plume, c'était H.D. Donc, c'est une poétesse américaine à l'origine qui a fait partie du mouvement imagiste, qui était donc une branche du mouvement moderniste aux États-Unis, dont elle s'est détachée assez rapidement, puisqu'en fait, le modernisme était dominé très largement, serez-vous surpris, par des écrivains, donc par ses homologues masculins, qui ont décidé que l'imagisme, ça devait être quelque chose d'assez strict, dépourvu de fioritures. Et Gigi s'est rendu compte rapidement que ça ne lui convenait pas. Et elle s'est un peu détachée de ça pour ensuite, elle, trouver une langue qui lui permettait d'exprimer ce qu'elle voulait exprimer. Donc, on s'éloigne de ces images. En fait, on s'en éloigne sans vraiment s'en éloigner, puisque elle conserve les images très fortes de l'imagisme, mais elle va passer par une langue beaucoup plus fluide, qui va lui permettre d'ajouter beaucoup de nuances. Voilà, donc en fait, elle s'est détachée des grands noms du modernisme, notamment Ezra Pound, pour trouver, elle, ce qui lui correspondait le mieux. Et c'est un livre qui fait partie d'un cycle autobiographique qui est surnommé le cycle Madrigal. Et les autres livres sont aussi publiés aux éditions des femmes. On retrouve Hermione, publié en 1986, 10 mois de vivre en 1987 et Le Don en 1988. Alors, ce cycle se clôt par la publication du portrait d'aujourd'hui en 2024. Comment est-ce qu'il se place dans le polyptyque constitué par les autres romans ? Est-ce que c'est une conclusion ? Est-ce que c'est des publications chronologiques ? Est-ce que ça reprend sa vie dans l'ordre chronologique ou pas du tout ? Comment est-ce qu'il se place parmi les autres livres ?
On va peut-être faire 50-50. Alors déjà, nous, comme on fait pas souvent les choses dans le bon ordre, on a publié, enfin les dates de publication correspondent pas aux dates des périodes de la vie d'HD, parce que par exemple, Portrait d'aujourd'hui qu'on publie donc cette année, ce serait plutôt le deuxième volet au niveau autobiographique. Et j'ai oublié la première partie de la question. Comment est-ce qu'il se place par rapport aux autres livres? Est-ce que ça clôt le cycle? Voilà. En fait, nous, on pensait très sincèrement que le cycle était clos. Et donc, quand on a reçu la proposition de Juliette, on était vraiment un peu estomaqués parce qu'on s'est dit, mais on n'a jamais entendu parler de ce texte-là. Et on a fait des petites vérifications au cas où. Et en fait, on était assez éblouis. Bon, c'est vrai que HD, parce qu'on a aussi publié un autre texte d'elle qu'on a traduit Pour l'amour de Freud en 2010. Et on pensait vraiment qui s'inscrit, c'est plutôt sur son travail avec Freud, donc c'est quelque chose de très différent. Mais on pensait vraiment avoir il y a aussi des poèmes qu'on n'a pas traduits, mais tout ce qui était de l'ordre de l'autobiographie, on pensait que c'était clos. Et donc, quand on a reçu le mail de Juliette, pour nous, on prend du temps pour répondre, parce que c'est vrai que la traduction pour une maison d'édition, quelle qu'elle soit, et encore plus quand c'est une maison d'édition indépendante, c'est un engagement financier, temporel aussi, parce qu'on sait que ça prend du temps, même si Juliette avait déjà quasiment traduit l'intégralité du texte. Mais donc voilà, pour nous, c'était un peu une évidence qu'il fallait le faire. Parce que c'est dans l'ADN de la maison d'édition, parce que c'est un texte aussi qui nous a... On en parlait juste avant, Hilda Doolittle, c'est quand même très ardu, mais aussi Juliette a une manière de nous le présenter qui faisait comprendre l'importance de ce texte-là. Et voilà, je ne sais pas si tu... Oui, en termes de sa place dans le cycle, c'est assez difficile à déterminer, puisque H.G. a beaucoup écrit sur sa vie pour essayer de comprendre en fait quelle était sa vie, quelle était la direction qu'elle voulait lui donner. Et Portrait d'aujourd'hui fait référence à plusieurs épisodes autobiographiques qu'elle a déjà évoqués dans d'autres textes. Et celui-ci, en particulier, parle vraiment de sa vie amoureuse avec ses deux plus grandes histoires d'amour avec des femmes. Ce qu'elle évoque de manière plus cachée dans ses autres livres. Donc c'est pour ça que la publication de ce texte-là a beaucoup tardé. Donc il a été écrit dans les années 20. Elle l'a caché, elle ne l'a pas fait publier tout de suite, mais c'est difficile de déterminer si c'est elle qui voulait vraiment pas le faire publier ou si on lui a dit Madame, non, pour des raisons assez évidentes. Et il a été ressorti dans les années 90 par une presse universitaire, ce qui fait qu'en fait ce livre a fait ce roman a fait peu de vagues, on va dire, mais voilà, il a sa place tout à fait dans le cycle, dans Madrigal, quoi. Est-ce que tu peux nous raconter comment toi tu l'as rencontré, ce texte? Je l'ai rencontré quand j'étais en master, puisque donc j'ai fait le master de traduction littéraire de l'université Paris-Cité, où un de nos professeurs, Antoine Cazé, qui a écrit la préface, nous l'a présenté en cours. Il nous a donné l'incipit, il a fait voilà, pour la semaine prochaine, vous me traduisez ça. Panique à bord, puisque le texte est donc assez difficile. Mais malgré tout, moi je l'ai apprécié tout de suite malgré sa difficulté. Et à la base, donc pour mon mémoire de master, je voulais faire complètement autre chose, un texte qui n'avait rien à voir. Et suite à ce travail-là, j'ai demandé à Antoine Cazé de me prêter son livre pour que je puisse lire le tout. Une semaine après, je lui rends en disant c'est fantastique, je l'ai lu 4 fois, j'adore. Il me fait du coup, vous faites ça pour votre mémoire? Et je dis ouais. Je vais y réfléchir. Bon, j'y ai pas réfléchi très longtemps, donc voilà, je l'ai ensuite traduit pour le mémoire. C'était une expérience absolument fantastique, et donc ensuite je l'ai proposé pour la publication aux éditions des femmes, ce qui faisait sens puisqu'elles ont publié déjà une bonne partie du travail de Hilda Doolittle, en me disant de toute façon ça marchera probablement pas. Finalement si, donc j'en suis très heureuse. Finalement nous sommes là aujourd'hui. Voilà. Ça a bien marché. Alors on va parler du texte maintenant. Tu nous as dit que c'était ardu à lire.
ardu à traduire aussi, j'imagine. Oui. C'est une œuvre assez hybride, hein, en fait, il y a plein de choses là-dedans. C'est un écrit autobiographique, mais en même temps très poétique. Il y a une partie un peu épistolaire. C'est aussi très tourné vers l'intériorité. Il y a quand même quelque chose du... Moi, ça m'a beaucoup fait penser aux écrits de Virginia Woolf, par exemple. Il y a quelque chose du flux de pensée. Comment est-ce qu'on se débrouille avec cette hybridité, cette espèce de patchwork littéraire en traduction ? Oui, effectivement, c'est tout à fait ce que tu as décrit. C'est un écrit qui est hybride, qui combine plein de choses à la fois. Comment on s'en sort ? C'est une bonne question parce qu'effectivement, donc, le texte est très difficile. Je ne sais pas, pour les personnes qui l'ont lu, qui l'ont peut-être feuilleté, on se rend compte très rapidement, dès les premières pages, en fait, que la langue part un peu dans tous les sens, mais il y a quand même, malgré cette hybridité, il y a une grande cohérence dans le texte, puisque on va dire le pilier central, c'est H.G. et qui elle est. En fait, moi, j'ai procédé en faisant énormément de recherches après avoir lu donc, le livre dans son intégralité plusieurs fois, parce qu'une seule lecture ne suffit pas pour tout saisir, et même en l'ayant traduit, je pense qu'il y a des choses qui m'ont échappé, hein, pour être tout à fait honnête. En fait, à partir de ça, je me suis beaucoup renseignée sur sa vie, ce qu'elle a lu, ce qu'elle a vu, les endroits où elle est allée, ce qu'il a touché, les références artistiques. Donc c'est un travail vraiment très, très minutieux pour décortiquer le texte, essayer de repérer le plus possible en tout cas, de références, aller chercher ce que c'est et chercher quel est le lien entre ces références et elle, ce qu'elle a écrit. Et ensuite, on se lance dans la traduction et puis on met des tas de notes sur le côté et on y revient plus tard. Et en fait, moi, j'ai travaillé beaucoup en cascade et avec une équipe de relecteurs et de relectrices à mes côtés pendant le master. En fait, je traduisais un premier chapitre, je le laissais reposer, je traduisais le deuxième et en même temps que je traduisais le deuxième, je revenais en relecture sur le premier chapitre avec des petites notes qui avaient été laissées par mes camarades. Voilà, donc en fait le livre, je ne saurais même pas vous dire combien de fois je l'ai lu en tout, puisque c'était vraiment un travail d'aller-retour tout le temps. Et comme je disais tout à l'heure, il y a une grande cohérence dans le roman, ce qui fait que j'avais même j'avais un tableau des récurrences où en fait il y a des phrases qui reviennent beaucoup, un peu comme un refrain ou presque comme un rappel à l'ordre, qui reviennent parfois mot pour mot, parfois modifiées très légèrement. Et donc moi je voulais garder cette cohérence-là. Pour moi, c'était vraiment très important. Donc voilà, beaucoup d'allers-retours. Ouais, c'est vrai qu'il y a quelque chose de musical dans son écriture aussi. C'est la retranscription d'une sorte de musique intérieure, je dirais. Et est-ce que la dimension rythmique a aussi joué un rôle dans la traduction, j'imagine. Enfin, il y a peut-être eu un désir de garder cet aspect musical-là dans la traduction. Oui, tout à fait. C'était extrêmement important pour moi de garder ces phrases qui sont très très longues, qui s'étendent parfois sur un paragraphe entier, même si elles sont d'une part difficiles à comprendre et ensuite difficiles à traduire. Je voulais vraiment garder ce rythme très lent, surtout qu'il est particulier par rapport à l'anglais standard qui, par rapport au français, utilise des phrases dans l'ensemble plus courtes. Là, on est vraiment sur, comme on disait tout à l'heure, un flux de pensée qui, pour moi, c'était important de le conserver et de garder le rythme qui va avec la précision qu'Edgy met dans les mots qu'elle emploie. Donc elle utilise beaucoup de nuances, énormément d'adjectifs, énormément d'adverbes. Parfois, on a du mal à s'en dépêtrer. Et pour moi, c'était important de garder tout ça, puisque ça retrace le cheminement qu'elle a, elle, vers ce qu'elle veut dire, en fait. Moi, j'aurais une question pour vous deux, pour le coup. Il y a beaucoup de notes dans ce texte, notamment des notes biographiques qui rattachent ce qu'on lit avec la vraie vie, entre guillemets, de H.D. Je me demandais pourquoi ce choix de préciser des éléments biographiques pour le lecteur. J'imagine que c'était une décision conjointe. Oui, mais c'est vrai que pour nous, c'était très important de demander à Juliette de travailler sur des notes parce que c'était la mieux placée pour le faire. Et parce que, en fait, on s'est mis à la place de quelqu'un qui n'avait jamais lu H.D.
Et beaucoup de gens n'ont jamais lu HD, donc on s'est dit que sinon c'était trop opaque en fait, que c'était pas possible il fallait avoir une prise. C'est pour ça aussi qu'on a insisté, on a demandé à Antoine Cazet de faire une préface au texte, parce que on part du principe que plus sans que ça alourdisse trop le texte et que ça en fasse quelque chose d'illisible, enfin que ce soit une réécriture par-dessus le texte, mais on part du principe que plus on donne de clés et d'outils de compréhension, et plus ça a de chances d'être compris de la meilleure des manières, même si je pense qu'il y a énormément d'interprétations de ce texte qui sont possibles. Et voilà, on était très heureuse des notes de Juliette, parce qu'on trouvait justement que ça contextualisait, ça expliquait, mais ça n'enfermait pas le texte dans une seule voie. Et moi, les notes, c'était vraiment quelque chose qui me semblait effectivement important, puisque donc dans l'édition sur laquelle moi j'ai travaillé en anglais, il y a un appareil critique qui est vraiment essentiel, je dirais. Et ces notes-là, moi, m'ont aidé à comprendre le texte. Et je me suis dit, voilà, si on n'a jamais lu HD, on comprend rien. Enfin, on comprend pas, parce que il s'agit vraiment d'un roman à clé. Donc en fait, ça parle de sa vie déguisée. Et si on n'a pas la clé, ce qui est le cas de la plupart des gens, et ce qui était mon cas en découvrant le texte, on passe complètement à côté. Et pour moi, il était hors de question d'expliciter au sein même du texte ce qui était en train de se dérouler, puisque le texte a une sorte d'opacité, d'obscurité qui fait partie vraiment de son essence et qu'il fallait conserver. Donc voilà, même quand j'ai traduit pour mon mémoire, j'avais pas fait les notes à côté, mais j'avais inclus les notes de l'édition d'origine au cas où. Après, mon directeur de mémoire, donc Antoine Cazet, connaissait le sujet sur le bout des doigts, il n'y avait pas de problème. Mais voilà, je les ai incluses en me disant, elles sont là, si quelqu'un a besoin de les lire, elles seront là. Mais effectivement, c'est important de les avoir, et je trouve que c'est la même chose avec tout ce que H.G. a écrit globalement. La plupart de ses livres sont accompagnés d'un appareil critique, et même quand on connaît son sujet, honnêtement, un petit rappel, ça fait pas de mal, parce que parfois, on s'y perd un peu entre les différentes histoires d'amour, les différents prénoms et la narration qui est pas toujours hyper évidente. Notamment dans Portrait d'aujourd'hui, la majorité du roman est racontée à la troisième personne, et de temps en temps, la narratrice surgit et dit « je ». Et donc, c'est pas le plus évident. Donc, les notes, ça fait pas de mal. Oui, c'est un livre très érudit. Il y a beaucoup de références à Shakespeare, Milton, il y a Keats, il y a Byron, il y a des auteurs antiques. Enfin, voilà, c'est un livre très ouvert sur le reste de la littérature. Et les références, alors parfois c'est explicite, donc ça va, mais en fait, la plupart du temps, c'est des références implicites. Ils sont cités sans être nommés. Donc j'imagine qu'à traduire, ça a dû être un plaisir. J'imagine que c'était un très gros travail d'édition et de traduction, quoi, pour tout retrouver, tout recomposer. Oui, effectivement, c'était un gros travail de recherche. D'autant que, comme tu disais, il y a beaucoup de textes qui sont cités, mais il y a aussi des auteurs, au-delà des auteurs classiques, il y a aussi des auteurs qui font partie du mouvement décadent, donc Swinburne, par exemple, entre autres. Les poèmes parfois sont cités, ils sont même identifiés, c'est-à-dire qu'ils sont presque entre guillemets, ou ils sont nommés, auquel cas c'est facile entre guillemets de les retrouver, parce que grâce à Internet, on s'en sort plutôt bien. Mais parfois c'est juste un mot, où là c'était à moi vraiment de me dire peut-être que c'est une référence, et chercher, et parfois je me disais non, en fait c'est juste un mot. Bon. Après avoir passé 1h30, on est ravis de se rendre compte que c'était juste une phrase un peu bizarre. Mais oui, beaucoup de recherches, et surtout dans le cas des poèmes qui sont à l'origine écrits en anglais ou en grec ou en latin. Il a fallu trouver des traductions, et donc dans ce cas-là, j'ai passé beaucoup de temps à la bibliothèque, en fait, dans différentes bibliothèques, pour retrouver les traductions qui avaient déjà été faites. Parce que personnellement, je ne parle pas le grec ancien, je ne parle pas le latin au point de traduire comme ça à la volée. Et donc, il a fallu retrouver ces textes-là. Il y a plusieurs versions, évidemment. Donc aussi, moi, j'ai choisi, quand il y avait plusieurs versions, j'ai eu la chance et la malchance d'en lire plusieurs, et ensuite de pouvoir choisir ce qui s'intégrait le mieux dans la traduction que j'avais faite du texte.
Et sinon, pour les titres les titres en anglais, j'ai essayé de trouver des traductions qui avaient déjà été faites. Et parfois, ces traductions datent d'il y a un siècle et quelques. Donc, pas hyper facile à trouver. Et donc, dans ce cas-là, on va dans les archives ou dans les bibliothèques d'archives. Et voilà, on prend une journée et on recopie tout à la main sur son carnet parce qu'on ne peut pas faire de photocopie. Et voilà, ou de photos des livres. Donc, c'est un travail qui est vraiment passionnant. Et moi, ça m'a beaucoup plu de faire ça, tout en ayant extrêmement peur ou de ne pas trouver le texte ou de me planter complètement dans ce que j'avais interprété. A priori, ça va. Normalement, ça va. Nous, on a, j'ai une collègue qui n'est pas là aujourd'hui, mais qui s'appelle Laure Salaté et qui s'occupe de tout ce qui est un petit peu vérification. Voilà, vérification des sources, quand c'est des choses qui ont déjà été traduites. Mais là, c'est vrai que dans ce cas précis, il y a un moment où il faut reconnaître aussi qu'on est un peu dépassé parce que le texte est très fourni. Nous, on peut pas aller, on n'a pas le temps d'aller vérifier aussi en bibliothèque comme Juliette a pu le faire, mais c'est aussi un travail de confiance. Et c'est vrai que le texte est traduit de manière tellement qualitative qu'on se dit aussi c'est pas possible que voilà qui est toute une partie de son travail qu'elle ait fait un peu en le bâclant. Donc, on vérifie tout ce qu'on peut, tout ce qui est accessible dans d'autres éditions ou sur Internet. Mais c'est vrai que pour un travail qui est beaucoup plus poussé, comme en bibliothèque, là, c'est vraiment la responsabilité, entre guillemets, de la traductrice. Et on savait que ça allait très bien se passer. Enfin, il n'y avait pas de raison. Oui. Et puis après, on a beaucoup aussi discuté avec Laure, justement, une fois que moi j'ai rendu le texte dans sa version que j'estimais être la meilleure. On avait encore des petites questions, parfois sur des choses aussi bêtes que l'orthographe d'un lieu, qui a plusieurs orthographes. Typiquement, à un moment, on parle de la Villa Adrienne à Tivoli, donc c'est en Italie. Et en fait, dans la version, la villa a un nom, a même plusieurs noms en français. Et on échange après sur des petits détails de ce genre-là. Mais comment on orthographe Adrienne ? Est-ce qu'on met le H ? Est-ce qu'on met pas le H ? Et moi, j'ai dit alors, laissons le H comme ça. On comprend que c'est Adrien, ça vient d'Adrien, le seul. Et voilà, alors qu'il y avait plusieurs orthographes. Mais ça, voilà, c'est encore, on se retrouve sur des sites. De toute façon, les sources, je les avais toutes gardées moi de mon côté. Il y a de tout. Il y a des livres. Des archives, il y a des sites obscurs de lieux à visiter en Italie. Voilà, on fait feu de tout bois et on se débrouille pour trouver la référence, mettre quelque chose de correct et qui peut aussi, déjà correct, et qui puisse évoquer quelque chose aussi auprès du lectorat francophone, parce que sinon, la traduction ne sert à rien. N'a pas vraiment d'intérêt. En parlant de la traduction des noms, comment est-ce que vous avez traduit le titre ? Le titre en anglais qui est Painted Today. Alors, c'est une question que je me suis posée très longtemps, pendant plus d'1 an en fait, puisqu'en général, il faut savoir que quand on publie une traduction, le titre n'appartient pas au traducteur ou à la traductrice, mais à la maison d'édition. Et donc, moi je me disais, de toute façon, j'aurais peut-être pas mon avis à donner. Finalement, si. Et en fait, l'importance de ce titre, c'est que, donc, comme je vous ai dit tout à l'heure, il y a beaucoup de récurrences dans les textes d'H.G. et Painted Today est un motif qui est répété dans le livre et il est même inclus dans une phrase et ça a été assez difficile du coup de l'isoler. Je suis passée par plein de possibilités différentes avant d'arriver sur Portrait d'aujourd'hui. Mais il y a eu d'autres titres avant dont j'ai pas mal discuté, soit avec Emma, soit avec Antoine Cazé, pour trouver quelque chose qui fonctionne et surtout qui se retrouve dans le livre, parce que pour moi c'était vraiment important, parce que c'était finalement le titre original a vraiment ce lien très très fort avec le texte et je voulais pas m'en séparer en fait. Oui, je pense que tu as tout dit. Peut-être on peut évoquer juste les autres titres par lesquels tu es passée pour ce travail-là. Oui, du coup, quand j'ai rendu mon mémoire, le titre c'était Peindre comme aujourd'hui, parce que c'est une phrase qui apparaissait, je l'avais traduit comme ça en fait dans les premiers paragraphes du livre. Mais j'en étais pas très convaincue, ce qui fait que même à ma soutenance, j'ai dit le titre, voilà, si jamais c'est publié, ça serait amené à changer. Donc il y avait Peindre comme aujourd'hui, après sinon il y avait Peindre aujourd'hui juste,
Et il y en avait quelques autres, des variations en gros autour de ce thème-là, mais rien qui n'était suffisamment convaincant. Et donc finalement, j'ai décidé de me séparer de l'impératif du titre original, qui est donc Paint, qui est donc peignez-le, peins-le. J'ai décidé de choisir juste le portrait d'aujourd'hui et de mettre une répétition dans le paragraphe en français qui correspond bien en fait au style de Hilda Doolittle qui se répète beaucoup, utilise parfois des pléonasmes. En fait, elle appuie sur le sens qu'elle veut donner via des répétitions. Donc je me suis dit, ça fonctionne et dans le titre et dans le paragraphe. Et c'est pour moi la meilleure solution. Peut-être qu'un jour, je me réveillerai un matin que je me dirais « Oula, mais non, j'aurais pas dû faire ça, j'aurais dû mettre autre chose. » Mais bon, voilà, pour l'instant, c'est comme ça. Ça, c'est le destin de tous les traducteurs, je crois. C'est assez paradoxal, ce titre, parce que ça se présente comme un portrait d'aujourd'hui, mais on l'a dit, il y a beaucoup de références à la littérature d'hier, voire d'avant-hier. Et qu'est-ce qu'elles viennent faire ici, toutes ces références à Shakespeare, à Keats, alors que c'est quelque chose qui est revendiqué comme étant contemporain, comme un texte très contemporain qui s'appelle Portrait d'aujourd'hui. Oui, c'est vrai, c'est paradoxal effectivement, et en même temps, moi je trouve que ça fait plutôt sens, puisque en fait, H.D. dans ce texte, donc elle l'écrit en 1921 à peu près, donc elle a une trentaine d'années, c'est entre les deux guerres mondiales, enfin juste à la sortie de la Deuxième Guerre mondiale, et elle est dans une période très difficile pour elle, puisque donc, elle a perdu son frère à la guerre, elle est tombée malade, donc elle a attrapé la grippe espagnole et elle a failli y passer. Et en fait, elle se remet difficilement d'une première histoire d'amour, donc avec Frances Gregg, qui était une autre poétesse de l'époque, et elle se lance à corps perdu dans une autre histoire d'amour avec Briar, qui est une autre poétesse. Et elle est dans un moment un peu bizarre, un peu difficile, et elle fait une sorte... moi, je vois ce livre comme un état des lieux, donc du moment où elle écrit, mais aussi en fait de tout ce qui l'a amené jusque-là, donc toutes les lectures qu'elle a eues par le passé. Elle fait beaucoup référence aussi aux poètes décadents qu'elle s'est un peu réappropriés, alors que les modernistes les rejetaient parce que pour eux, c'était une poésie qui n'était pas assez virile, qui était trop immature et qui était voire déviante. Et donc, elle s'est réappropriée tous ces auteurs qu'elle lisait quand elle était plus jeune en disant « Mais en fait, non, ça c'est ce qui me parle, c'est ce qui me plaît. » Et elle fait un état des lieux. Et donc, pour moi, c'est vraiment un rassemblement un peu de tout ce qu'elle avait vécu jusque-là. Donc, oui, paradoxal, effectivement. Mais le titre peut paraître paradoxal, mais en fait, quand on le lit, ça fait sens. Et est-ce qu'il y a quelque chose aussi d'un désir de crypter en fait son propos, parce que parler du lesbianisme à l'époque c'était quand même c'était interdit, c'était interdit, il fallait le taire, et le détour par les références, est-ce que ça permet de parler de ça sans en parler finalement? Peut-être, mais après c'est une littérature qui est déjà tellement cryptée sur tout le reste, parce que par exemple pour la question d'avant, je pensais aussi au traumatisme de la guerre chez H.G. dont elle a beaucoup parlé, et c'est vrai que le texte intervient dans l'entre-deux-guerres, et c'est ma propre lecture qui est peut-être erronée, mais c'est aussi tout ce qui est dans cette période-là, pour moi, c'est marqué par ce traumatisme-là qui fait que, en fait, tout ce qu'on peut percevoir d'un petit peu... presque abyssal, obscur, déconstruit. Pour moi, c'est vraiment la transposition personnelle de l'éclatement de l'Europe de la Première Guerre mondiale. Et donc, je pense que là-dedans, les histoires d'amour qu'a vécu H.D., et notamment les deux dont parlait Juliette, elles ne peuvent être que chaotiques parce que elle-même est tellement traumatisée. Par exemple, dans 10 mois de vivre, je crois, qu'elle parle plus en profondeur de la guerre, parce que là, c'est un peu en sous-texte quand même. Elle ne l'aborde pas frontalement. Et donc, ça ne répond pas vraiment à la question, mais voilà. Oui, effectivement, c'est très crypté. Parce qu'effectivement, donc c'est difficile d'en parler. Comme on a dit tout à l'heure, le texte n'a pas été publié immédiatement, entre autres pour ça, mais aussi parce que de manière générale, la littérature, les textes d'H.D. sont
très crypté, quel que soit le sujet. Enfin, au bout d'un moment, il faut se rendre à l'évidence que quand on lit une première fois un de ses textes, à moins de connaître sa vie sur le bout des doigts, on est là en mode... on passe à côté, on va dire, de ce qui est vraiment raconté. Et oui, il y a beaucoup, beaucoup de références qui sont parfois aussi faciles à manquer que juste le nom d'une fleur qui est mis au détour d'une phrase. Je pense notamment au jasmin ou aux violettes, qui sont des symboles qui sont très utilisés en fait dans les communautés lesbiennes et dans la littérature lesbienne de manière générale. Et voilà, ou des références aussi à des poètes et des poèmes en particulier, comme notamment Oscar Wilde, qui a écrit un poème qu'elle explore beaucoup dans ce texte, donc qui est le poème Charmides, peut-être que ça se dit Charmides, je ne sais pas, qui en fait raconte l'histoire d'un jeune homme qui tombe amoureux d'une statue, qui était un moyen pour Oscar Wilde d'encoder l'homosexualité. Et elle dit que son personnage, qui est en fait elle en dit qu'elle est la sœur de Charmides, puisque elle aussi a donc qu'elle vit ce genre d'histoire d'amour. Et donc voilà, c'est tout un réseau vraiment de références qu'il faut trouver, qu'il faut aller chercher par-ci par-là dans le texte. Pareil, pas mal de références à Narcisse, qui étaient donc des motifs très très utilisés par les poètes et les poétesses qui voulaient évoquer leur homosexualité. Donc voilà. Est-ce qu'on peut parler de la traduction du nom de cette héroïne, enfin de son prénom pour le coup, du double de HD qui s'appelle Meet dans le texte français? Oui. Alors, dans le texte original, le personnage principal, qui est donc HD, s'appelle Midget, qui veut dire, qui est un mot pas très sympa pour désigner quelqu'un qui est atteint de nanisme. Et donc, c'est son surnom, Midget, et son vrai prénom, on l'entend une seule fois. Il est prononcé par sa mère, qui l'appelle Margaret, donc le prénom Margaret, quoi. Et donc, moi, j'ai vu tout de suite le lien de son entre Midget et Margaret, qui sont quand même assez... Enfin, la première lettre et le son final se ressemblent beaucoup. Et moi, je me suis dit, c'est tellement signifiant que je peux pas le traduire, parce qu'en fait, son surnom est très dépréciatif, mais il est dérivé de son prénom, et je veux garder ce lien très fort. Et donc, je suis partie sur... Enfin, j'ai exploré beaucoup, parce que Margaret, donc, c'est un nom de fleur. Et je voulais... sachant que les fleurs sont très présentes dans l'œuvre de H.G., je me suis dit, OK, on garde un prénom de fleur. J'avais toute une liste de fleurs, et j'essayais de trouver des diminutifs, des surnoms, quelque chose d'un peu dépréciatif qui ressemblerait à ces fleurs pour trouver une équivalence que je voulais pas juste laisser Midget, qui en français n'évoque rien. Et donc, en fait, j'ai fini par tomber sur Marguerite et Meet. Donc Marguerite, c'était encore mieux parce que ça correspond vraiment au prénom Margaret. Et Meet, qui est donc vraiment ce petit insecte nuisible presque. Et je me suis dit, ça sonnait bien. Et c'est de toutes les propositions que j'avais, c'était celle qui me parlait le plus. Et en plus de ça, Midget, il y a une sorte de... Enfin, c'est un mot qui se dit très vite, qui presque se crache, quoi. Et Meet, pour moi, ça reprenait ça en français. Donc, je suis restée là-dessus et j'en ai pas mal discuté, pareil, avec mon directeur de mémoire, qui m'a dit « Oh oui, c'est bien ». Donc voilà. Sachant que lui, de base, il était parti sur plutôt, justement, Nen, écrit N-E, accent grave N-E, histoire de dissimuler un peu le jeu de mots, quoi. Mais il n'avait pas traduit jusqu'au moment où on entend son prénom. Donc, voilà, j'ai gagné. Elle a aussi rencontré Freud, qui a eu une influence sur son travail, en fait. En tout cas, il y a quelque chose aussi dans ce livre, un peu de la cure de parole, je trouve. Est-ce que vous pouvez nous en dire un mot de ces liens avec Freud? Et puis elle a écrit Pour l'amour de Freud, c'est ça? C'est un texte qui s'appelle en anglais, désolé pour l'accent, il s'appelle A Tribute to Freud. Donc nous, on a publié en 2010. Alors moi, j'étais pas aux éditions à ce moment-là. Mais c'est vrai que pour celles et ceux qui ne nous connaissent pas, les éditions des femmes ont un rapport très intime avec la psychanalyse. Parce que Antoinette Fouque, qui est la cofondatrice de la maison, a créé aussi le mouvement Psychanalyse et politique. Parce que pour elle, c'était très lié. Et psychanalyse et littérature, c'est aussi pour ça qu'elles ont fait le choix de publier HD, c'est que c'est très lié aussi. Et donc, c'est un texte qui aborde, en fait, dans lequel HD raconte de manière un peu moins cryptée
rencontre avec Freud et son travail psychanalytique et comment ça a influencé aussi son écriture. Voilà. Oui, et en fait, elle a suivi une cure, effectivement, de plusieurs années donc avec Freud, qui a été interrompue pour des raisons de guerre. Et en fait, c'était pas tant dans une optique de se guérir que de toujours trouver ce langage un peu souterrain qu'elle essaye désespérément de tirer, de trouver, de coucher sur le papier. Trouver une sorte de nouvelle façon de s'exprimer et de décrire ce qu'elle ressentait. Et donc là, de toute façon, dans Portrait d'aujourd'hui, évidemment, Freud n'est pas du tout abordé puisque sa cure, c'était après ça. Mais oui, c'est vraiment... En fait, ça s'inscrit vraiment dans ce qu'elle a toujours cherché à faire, que ce soit dans sa poésie ou dans sa prose. C'est trouver les mots justes et la façon, surtout, plus que les mots, de s'exprimer, quoi. Il y a d'ailleurs c'est une transition parfaite, merci beaucoup. De rien. Il y a un passage que j'ai noté parce que je l'ai trouvé très, très intéressant. Elle écrit la chose suivante. Mith avait conscience qu'elle employait des mots simples et compréhensibles. Elle-même les comprenait, Josepha aussi, mais elle sentit tout de même que quelque part elle ne parlait pas la bonne langue, elle parlait anglais. Comme si elle se heurtait aux limites de sa propre langue, bien que ce soit sa langue maternelle. Et est-ce que le détour par une autre langue et la traduction peut permettre de faire émerger quelque chose qui était dans le texte, qu'elle cherchait, et que vous auriez trouvé en traduisant ce texte ? Alors, j'aurais pas la prétention de dire que j'ai trouvé ce qu'elle a cherché toute sa vie, mais en fait, c'est vrai que le fait de passer par une autre langue, ça permet vraiment de découvrir parfois des nuances parfois auxquelles on n'aurait pas forcément pensé du premier coup, notamment dans sa langue maternelle, parce que c'est des mots, parfois elle utilise des mots tellement rares ou tellement rares que en fait faut vraiment aller les chercher, et moi je les emploierai jamais au quotidien parce que j'en ai pas vraiment l'occasion, je vous avoue, mais oui, du coup moi je me suis vraiment plongée dans... j'ai appris beaucoup de mots en traduisant H.G., que ce soit en anglais ou en français en fait, parce que donc j'ai fouillé des tas de dictionnaires, des dictionnaires plus anciens évidemment, parce que le texte a un siècle quand même, donc la langue a eu le temps de changer entre temps, que ce soit des dictionnaires de l'anglais américain, de l'anglais britannique, puisque H.G. a beaucoup fait d'aller-retour entre les deux pays, mais aussi beaucoup de dictionnaires du français pour trouver à chaque fois la nuance la plus celle que j'estimais évidemment être la plus juste, parce qu'on peut toujours discuter de la précision d'un terme une fois qu'on est passé par la traduction. Et pardon, je m'éloigne de la question, je crois. C'est pas grave. Est-ce que passer par la traduction, passer par une autre langue, ça permet finalement de réussir à dire ce qu'on cherchait, enfin de trouver ce qu'on cherchait, ouais. Je pense que peut-être que si H.G. avait écrit dans d'autres langues, peut-être qu'elle aurait pu trouver certains mots, parce qu'évidemment on a parfois des mots qui ne se traduisent pas vraiment exactement. Elle aurait peut-être trouvé quelque chose dans certaines formulations, certains mots. En revanche, je pense que sa quête était quand même assez vouée à l'échec. Oui. Parce qu'elle a un imaginaire et des références tellement riches et tellement fournies que vouloir consigner ça dans les limites de la langue, à mon avis, c'est extrêmement compliqué. Et c'est une quête qui n'a pas vraiment de fin. Et en même temps, on s'en plaint pas parce que du coup, ça fait plein de textes très chouettes à découvrir. Mais d'ailleurs, on en a parlé brièvement tout à l'heure, mais c'est un texte qui n'était pas complètement fini. Non, effectivement, le texte, je vous spoil la fin. Il y a marqué en préparation, Blanche Althea, parce qu'en fait, donc le livre compte à ce jour, et pour toujours, 8 chapitres. Et en fait, c'est un texte qu'elle a écrit, alors on ne sait pas en combien de temps exactement, mais qui n'a jamais été fini, qui a été glissé dans un tiroir, et ensuite, comme je vous l'ai raconté plusieurs fois, qui n'a pas été publié. Donc oui, il se termine un peu sur un mystère, on va dire, parce que Althea, on sait à qui ça fait référence à Briar, la poétesse, mais on ne sait pas exactement dans quelle direction elle serait partie après, pour ce texte-là en tout cas, mais si vous lisez les autres livres du cycle Madrigal, vous aurez d'autres informations encryptées différemment. Donc c'est votre petit jeu de piste, si jamais ça vous intéresse. Et est-ce que le fait de publier un texte
aussi ardu à lire, aussi difficile, aussi codé. Est-ce que ça a été une inquiétude pour les maisons d'édition? Alors je sais que tu n'étais pas là quand ils ont publié les autres textes de Hilda Doolittle, mais pour celui-là. Alors, les éditions des femmes, c'est pas forcément la littérature la plus accessible et la plus grand public, donc c'est aussi une politique éditoriale, une volonté qui est dérivée de la naissance de la maison d'édition. Mais disons qu'en fait, je crois que ce qu'on cherche vraiment, c'est ce que tu disais au début, c'est que au moment de la création de la maison d'édition, les femmes avaient ce que on appelait le continent noir. Enfin, il n'y avait pas de lieu pour les accueillir, il n'y avait pas de maison d'édition pour les comprendre. Et en fait, les textes que le grand public connaissait, c'était une écriture qui était un peu parasitée par un modèle masculin. Et c'est pour ça aussi que je disais que c'était une évidence pour nous de publier HD, parce que c'est une langue qui est tellement particulière et qui est tellement imprégnée de sa propre expérience de la féminité, que c'est ce qui en fait toute la singularité, la difficulté, mais aussi la beauté. Et pour nous, c'est tellement singulier qu'en fait, finalement, je vais pas mentir. Il y a plein de passages, même dans la traduction de Juliette, et c'est pas la traduction qui est en cause, où il a fallu que je m'y reprenne 3, 4, 5 fois. Et même, pour vous dire, le premier mail de Juliette, elle a bien précisé que le texte était inachevé. On a été 2 à le lire et on s'en est pas rendu compte. On s'est dit, bon, bah voilà, ça se termine comme ça, un peu en suspension, pourquoi pas. Et donc oui, c'est une littérature qui est très exigeante, mais pour nous, ça vaut vraiment le coup d'essayer de la faire connaître. Avec quand même tout un appareillage de notes pour l'introduire un peu en douceur, je dirais, dans le contexte français. Bah oui, parce que c'est vrai, aussi dans les années 70, on publiait un peu comme ça, à la volée, en espérant que les gens reçoivent. Mais aujourd'hui, il y a tout un système aussi de commercialisation du livre qui est très dur pour les petits éditeurs et les petites éditrices aussi. Et donc, on nous encourage tout le temps pour rendre le texte accessible, à multiplier avant, par exemple, on mettait pas de résumé de 4e, on mettait un extrait parce qu'on voulait laisser l'écriture parler d'elle-même. Et aujourd'hui, on nous dit, si vous mettez pas de résumé, les gens ne comprendront rien et ils ne l'achèteront pas. Donc on essaie petit à petit de comprendre aussi l'époque qui change, mais en gardant nos petites valeurs. Alors, on va peut-être entendre cette langue dont on parle depuis tout à l'heure. Est-ce que, Juliette, tu voudrais bien nous lire un extrait ? Oui, du coup, celui de la fin. Ouais. Merci. Donc là, on est à la toute fin, l'avant-dernier chapitre, si je ne dis pas de bêtises. Oui, c'est ça. À la fin de l'avant-dernier chapitre, donc où Mythe a rencontré Althea, ça y est, enfin. Et donc, toutes les deux discutent beaucoup de la vie en général. Enfin, comment vous décrire ça rapidement ? La vie, bref, je lis et vous ferez votre idée. Althea, voici une petite tirade sur les beautés du monde visible. Le monde visible existe. J'ai découvert, depuis que je suis sortie de ma convalescence de la guerre, que le monde visible existe de façon aussi déchirante et aussi céleste que le monde invisible. Il y a un autre monde ou un mélange des deux. Lorsque l'on peut rassembler les mondes invisibles et visibles, cela donne un autre monde. Avant, je croyais au passé et à ce que j'appelais le futur. Lorsque l'on rassemble le passé et le futur, on obtient ce que j'appelle, pour servir mon propos, le présent, ou du moins un présent déchirant et céleste que j'appelle le monde visible. Il existe des heures et des heures qui ne sont que du vide morne. Avant, je les appelais le présent mort. Le présent mort existe bel et bien, le présent vivant aussi. Voilà. Donc ça, c'est un tout petit aperçu du foisonnement que ça peut être. Si ça vous a plu, sachez qu'il y a 130 pages de ça. Voilà. En gros, il y a quelques dialogues aussi, ça arrive. Il y a quelques lettres, mais bon, globalement, c'est ça. Globalement, c'est ça. Je veux bien
C'est un passage qui parle alors de mille choses comme d'habitude, mais qui parle beaucoup de l'entre-deux, le présent mort, le présent vivant. Et c'est un livre qui est quand même caractérisé par l'entre-deux tout le temps, je trouve, entre le dire, le taire, le passé, le présent. Là, elle nous parle du présent mort, du présent vivant, du futur. Est-ce que la traduction, c'est un moyen de réunir le passé et le présent, de faire des liens entre ces entre-deux, en fait Au sein même du texte, vu que moi je cherche pas, en tant que traductrice, on cherche pas à créer un sens supplémentaire par rapport à celui qui est là, on cherche juste à le rendre dans une autre langue, pas vraiment. En revanche, moi je me suis vraiment retrouvée dans une position effectivement d'entre-deux, où j'étais à mi-chemin entre celle que j'étais au début de la traduction, c'est-à-dire quand j'ai découvert le texte, où je connaissais très peu de la vie d'Aïji, de son écriture, de son œuvre, et ma position ensuite à la fin de la traduction, en tant que traductrice aguerrie, on va dire, après avoir, forte de toutes les recherches que j'avais faites et tout ce que j'avais découvert. Voilà, j'étais un peu entre deux, et il fallait toujours que je me dise, bon d'accord, le texte, il est ce qu'il est, mais il ne faut pas que ma compréhension du texte et ce que j'ai trouvé en plus, on va dire, ne parasite le texte qui est obscur. Et il fallait qu'il reste obscur, mais il fallait que moi je l'ai compris. Je veux dire, et pour bien le traduire, il faut que la traductrice le comprenne évidemment. Mais ensuite, on vient remettre, une fois qu'on a tiré au clair ce qui se passe. Tirer au clair, c'est un gros mot quand on parle d'elle, je dis, mais voilà, vous me comprenez. Une fois qu'on a tiré au clair ce qu'on a pu, il faut réinjecter cette obscurité en restant dans le texte et garder tout cet équilibre en fait entre les mots sont ce qu'ils sont, on emploie ces mots-là. En revanche, il ne faut pas qu'on comprenne à la première lecture parce que c'est pas le texte en fait. Donc voilà, effectivement, on est dans un entre-deux. Il faut pas faire un travail d'éclaircissement. Non, pas du tout. Ouais. Et c'est pour ça que parce que Juliette est modeste, mais sa traduction a été saluée partout. Tout le monde a dit que c'était fantastique. Et c'est aussi ça qui fait de toi une excellente traductrice. C'est qu'en fait, tu résistes tout le temps à la tentation de... Parce que tu parlais des nuances, et c'est quelque chose que tu arrives très très bien à retranscrire. Et j'imagine je n'imagine pas, mais à quel point ça doit être difficile, parce que c'est vrai que... je pense à certains adjectifs où... en français, on en a 15, alors qu'en anglais, il en existe peut-être seulement 2 ou 3. Et toi, tu arrives toujours à choisir le bon, tout en résistant justement à cette tentation d'expliciter. Et ça doit être super dur. Mais en tout cas, l'effet est très, très beau pour le lecteur. Merci beaucoup. Et oui, effectivement, c'est difficile de choisir le bon adjectif. On parle des adjectifs, mais en vrai, ça se retrouve dans absolument tout. Là, dans les adjectifs, c'était particulièrement flagrant. Et en fait, moi, ce que j'ai essayé de faire, c'est un peu ce que je viens de décrire jusqu'avant. C'est vraiment... Moi, là, vous voyez, j'ai deux carnets qui sont remplis de mes notes, mes recherches et tout ce que j'ai essayé pour ce texte, jusqu'à trouver ce qui me semblait être le mieux, que ce soit dans le cas des adjectifs ou des phrases à rallonge, c'est un euphémisme. Donc oui, c'est vraiment un travail aussi de longue haleine et de beaucoup d'aller-retour et d'ajustement, parce qu'il faut que ça reste cohérent, puisque le texte d'Aïji est cohérent, même si comme ça on se dit bon, okay, ça part dans tous les sens. En fait, pas tant que ça reste très, très centré autour d'elle, de ce qu'elle voulait dire et ce qu'elle connaissait, quoi. Avant de laisser la parole à la salle, j'aurais juste une dernière question pour Emma, qui est plus sur les éditions des femmes en général, puisque c'est quand même la maison d'édition à l'honneur du festival. Alors, on a dit que c'était un texte qui avait été écrit il y a un siècle, en 1921. Je me demandais si la maison d'édition avait à cœur de retrouver un peu des textes disparus, y compris des textes très anciens, ou si elle se tournait plus vers des textes contemporains. Alors, c'est toujours un peu un entre-deux chez nous et un tiraillement, parce que, par exemple, on a une collection qui s'appelle Écrit d'hier, où c'est... H.G. aurait pu rentrer dedans, mais comme c'est une traduction, on ne l'a pas mise dedans. Mais voilà, c'est souvent des autrices françaises du 17e, 18e, 19e siècle. Et donc, effectivement, il y a un regard qui a toujours été... il y a une question de la transmission chez nous qui est très importante. Et donc... accepter une transmission, c'est aussi mettre en honneur
ignore ce qui s'est passé avant. Et il y a des textes formidables qui ont été écrits au siècle passé. Mais c'est vrai qu'aussi, on essaie de se tourner beaucoup vers la création contemporaine. C'est difficile parce qu'on est une petite maison, donc les autrices ont tendance, pour plein de raisons, à se tourner vers des plus gros mastodontes de l'édition. Mais pour nous, c'est important aussi. Je pense à une autrice qui s'appelle Anne Sultan, qu'on a publiée l'année dernière et qui a une écriture qui est vraiment très particulière. On n'avait vraiment jamais lu ça. C'est un texte très fort parce qu'il parle aussi des problématiques d'aujourd'hui auxquelles sont confrontées les femmes et notamment de l'alcoolisme, sujet qui est assez peu abordé quand il s'agit des femmes. Et ce qu'on cherche, en fait, c'est toujours des textes qui allient un sujet particulier aux femmes et peu abordé avec une forme d'écriture qui est vraiment singulière. Et donc, c'est pour ça aussi qu'on publie très peu de littérature contemporaine, parce qu'il y a une exigence de rester dans cette filiation-là. Et donc, voilà, je ne sais pas si ça répond à la question. Oui, si, ça répond à la question. Merci beaucoup. Eh ben, est-ce qu'il y a des questions dans l'assistance ? Ah oui, et juste aussi, je tiens à préciser, c'est aussi pour ça que ça nous a fait très plaisir que Juliette nous envoie son texte, parce que on sait maintenant que c'est assez difficile pour les jeunes traductrices de se lancer, parce que c'est comme pour tous les jobs, on demande une expérience, mais pour avoir une expérience, il faut que quelqu'un nous ait laissé notre chance. Ouais. Mais voilà, c'est un peu le serpent qui se mord la queue. Et en fait, dès le début, on a été séduite par le texte. Et après, quand on s'est aperçu du parcours de Juliette, et qu'en fait, c'était une première publication en tant que livre, dans une maison d'édition comme ça, on a été encore plus séduite parce qu'on s'est dit, en fait, on aimerait bien la suivre sur le long cours. Alors, après, il faut faire des choix de traduction qui sont un peu difficiles, mais nous, ça nous a flatté aussi qu'une jeune traductrice se tourne vers nous. Voilà. Ça, en fait, ça rentrait au-delà du fait que, évidemment, Edgidi avait déjà été publié aux éditions des femmes. Ce texte-là, très honnêtement, si les éditions des femmes m'avaient dit on va pas le publier, je pense qu'il n'aurait pas vu le jour en France, puisque, comme on a dit, ça, en fait, il correspond vraiment à l'identité des éditions des femmes, à mettre en avant des autrices avec leurs problématiques, et aussi toujours dans un style très particulier. Edgidi ne convient pas au grand public. Très honnêtement, c'est trop obscur, et malheureusement, c'est pas ultra vendeur si c'est pas votre ligne éditoriale. Et donc, ça correspondait vraiment, et c'est aussi pour ça que je me suis tournée vers vous en premier, en me disant, de toute façon, si c'est pas là, ce sera nulle part. Enfin, j'avais en tête, je pense, une autre maison d'édition, qui était les éditions du Portrait, mais qui sont une maison d'édition, pareil, indépendante, encore plus petite, et qui, du coup, publie vraiment peu. Donc en fait, ça s'est vraiment fait aussi, je pense, à un moment où y avait une place dans le calendrier des publications. Tout ça, c'est toujours une histoire aussi un peu de chance qu'il faut provoquer, bien sûr, mais il y a quand même pas mal d'éléments qui ne sont pas dans les mains de la personne qui apporte le projet. Mais oui, ça faisait vraiment sens, et du coup, je suis très, très contente et très fière que ça se soit fait comme ça. Donc voilà, ça tombait bien. Est-ce qu'il y a des questions ? Moi, j'ai encore une dernière question. Ah oui. Pour la traductrice, je ne sais pas si c'est une question un peu provocatrice ou pas. Est-ce qu'on peut considérer que la langue française est plus riche que la langue anglaise ? Et si la réponse est oui, est-ce que ça vous a donné une marge de manœuvre satisfaisante pour vous, pour donner toute la subtilité du texte d'origine ? La question, c'est est-ce que la langue française est plus riche que la langue anglaise, et est-ce que ça a donné une plus grande marge de manœuvre dans le travail de traduction ou pas ? Alors, non. En toute honnêteté, la langue française n'est pas spécialement plus riche que la langue anglaise. En fait, c'est toujours une histoire de... Ça dépend. Il y a, en anglais, on va avoir tendance à beaucoup plus passer par les verbes qu'en français.
Je vous dis ça de manière, je vous brosse un tableau très, très vaste, hein, mais voilà. On va plus passer par des verbes, là où en français, on aura tendance à utiliser des noms. Donc en fait, je pense qu'en termes de mots, ça doit se valoir à peu près. Et en fait, c'est là tout le jeu de la traduction qui, moi, me régale à chaque fois. C'est qu'il faut toujours aller chercher la manière de dire ce qu'on veut dire, parce qu'il y a une manière de dire ce qui a été dit dans une autre langue. Il faut juste c'est quand même un métier, mais voilà, trouver la bonne façon et pas se concentrer vraiment forcément sur le mot. Donc en termes, c'est pas tellement une question de richesse de langue que de manière de le dire, manière de tourner les choses. Et justement, le fait que les deux langues soient différentes, moi, ça m'a beaucoup... c'est un peu bête à dire. Ça m'a aidé justement à traduire, puisque parfois la langue d'HG est tellement obscure, tellement difficile elle est vraiment insaisissable que le fait de pouvoir me retrouver dans le français, qui est donc ma langue maternelle, je me disais, ok, là, je vois déjà un peu plus où je mets les pieds, et en réécrivant 10 propositions pour une même phrase, 10 traductions possibles, et il y en a évidemment bien plus que ça, j'arrivais un peu plus à saisir ce qui se passait vraiment avant de retourner ensuite à l'anglais, de me dire, ah mais oui, en fait, c'est ça qui est important, c'est sur ça que je veux mettre la lumière dans ma phrase. Donc les richesses différentes à différents endroits de chaque langue, ça aide vraiment en fait à traduire. Est-ce que vous avez, puisque vous n'avez pas pu dialoguer avec l'autrice, tenu compte du travail des autres traductrices de cette autrice? Est-ce que vous êtes en lien avec elles, eux? Est-ce que ou c'est vraiment quelque chose d'inédit et que vous n'avez pas forcément à faire ce chemin-là de voir comment les autres sont eux-mêmes rentrés dans la pensée? Ouais, est-ce que tu as tenu compte du travail des autres traductrices? Est-ce que tu t'es appuyé sur les traductions précédentes pour construire la tienne? Alors, donc aux éditions des femmes, il me semble que tout, à l'exception de Pour l'amour de Freud, ont été traduits par Claire Malroux. Donc c'est une excellente traductrice, lisez son travail. J'ai lu ses textes, mais je ne me suis pas appuyée dessus. Parce que même si certains font partie du cycle Madrigal, en fait, je voulais pas, au risque de me planter, je voulais pas utiliser les mots qu'elle avait employés, parce que en fait, H.G. se réinvente quasiment à chaque phrase, chaque paragraphe, chaque chapitre, et je voulais pas en fait faire un copier-coller de mots qui auraient déjà été employés, mais si ça peut vous rassurer, j'ai lu donc les traductions de Claire Malroux, et j'ai trouvé que ça restait quand même, il y a une cohérence, mais qui n'est pas liée au fait que je me suis appuyée sur son travail, en gros. J'espère que ça répond à la question. Pas d'autres questions. J'avais une question sur le nom du cycle Madrigal. À quoi ça fait référence? Alors là, c'est la colle. Je ne sais pas du tout, mais en plus de ça, le cycle, je pense qu'il a été décidé pas de manière arbitraire, parce qu'évidemment il y a un sens, il y a une cohérence entre tous ces écrits, mais je pense que le nom est complètement, il vient après, j'imagine, voilà, mais je ne saurais pas dire pourquoi. Madrigal, connaissant HD, il doit y avoir une raison quelque part, mais d'ailleurs, nous, c'est un terme qu'on n'emploie pas. Enfin, c'est la première fois que je l'ai entendu. Mais nous, c'est plus c'est les universitaires surtout qui utilisent ce terme. Donc il y a eu pas mal d'écrits en fait d'universitaires sur HD, et donc pour aller vite, on appelle ça le cycle Madrigal, histoire de redire les 4 ou 5 titres à chaque fois. Mais oui, je sais pas exactement d'où ça vient, et j'ai jamais. Enfin, moi, quand je me suis renseignée, j'ai vu cycle Madrigal avec la liste des titres, je suis en mode ok, ça s'appelle comme ça, très bien. Mais j'ai jamais vu quoi que ce soit qui indique la raison de pourquoi ça s'appelle comme ça. Autre chose? Bon, je pense qu'on a fait le tour. Merci beaucoup. Et merci à vous.